La fin du monde est plus facile à imaginer que la fin du capitalisme. Que ce soit les guerriers de l'anticapital ou les réalistes militants pour un capitalisme sain, tout le monde reconnaît son existence ainsi que ses défauts. Alors peut-on échapper au capitalisme? Comment définir le capitalisme? Et qu'est-ce que le réalisme capitaliste? Toutes ces questions font partie de l'éthos global de l'ouvrage de l'écrivain britannique Mark Fisher dans son livre Capitalist Realism. Sur une petite centaine de pages, l'auteur dépeint l'incompréhensible matrice dans laquelle nous nous trouvons. À la fin de l'Union soviétique, le capitalisme perdait son antagoniste et gagnait sa crédibilité aux yeux du monde. Le capitalisme n'avait même plus à se défendre. Fisher dépasse l'idée du capitalisme en tant que système. Pour lui, il est devenu une réalité psychologique et sociologique qui altère notre façon d'être. En fait, le capitalisme, pour Mark Fisher, c'est nous. Et imaginer la fin du capitalisme, c'est aussi imaginer la fin de l'humanité. Mark Fisher élabore les caractéristiques principales du capitalisme avec une phrase de Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste. Le capital a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe et brutale. La nouvelle culture, composée de consommation et du spectacle, éloigne les individus dans des représentations de son histoire. Tout ce qui était directement expérimenté n'est plus qu'une succession de spectacles. Le capitalisme marchand s'étend et évolue sur la planète, avec pour seule légitimation la triste façade du progrès et de l'amélioration de la condition humaine. Si le capitalisme est la seule alternative, on ne peut plus imaginer un autre horizon, ni même la possibilité qu'il puisse exister une autre réalité. Il n'y a plus rien à construire, plus d'idéal à conquérir, et encore moins quelque chose contre quoi se battre. Fisher écrit « Le capitalisme est ce qui reste quand les croyances se sont effondrées, ramenées au niveau de l'élaboration rituelle ou symbolique, et que seul demeure le consommateur-spectateur qui se traîne au milieu des décombres et des reliques. Le capitalisme vient occuper les horizons du pensable sans le moindre accroc. » Avec l'idée de Francis Fukuyama que nous avons atteint le sommet du capitalisme libéral après la chute du mur de Berlin, Mark Fisher pense que le capitalisme réaliste, tardif, est davantage nietzschéen que marxiste. Il note « Les pages les plus pertinentes de Nietzsche sont celles qui décrivent la saturation d'une période par son histoire. Cela mène à une période à l'ambiance dangereuse d'ironie à propos d'elle-même. Il écrit dans ses ultimes méditations la condition du dernier homme. Rempli de médiocrité, le dernier homme a tout vu et est devenu décadent et obsédé par la connaissance de lui-même. La saturation du spectacle et le recyclage de l'histoire par l'absence d'horizon, donc par réalisme, nous rend passifs. Une nouvelle forme de nihilisme se met en place, celui du dernier homme. L'absence d'alternative pose une question de départ. Si on connaît le résultat de nos actions, pourquoi faire ce que l'on fait? Cette forme de nihilisme inconscient colle parfaitement avec le capitalisme post-moderne. Fisher illustre ce nihilisme avec le film Wall-E, un film d'animation qui montre un monde inhabitable pour la consommation humaine. C'est un film qui décrit la suite du capitalisme tardif qui nous attend. Mais pour Fisher, Wall-E n'est pas juste un spectacle.
Il est aussi un produit du système qui critique lui-même le système productif. En fait, en existant, Wally nourrit le capitalisme tardif qu'il essaye de critiquer. Fisher prend un deuxième exemple avec celui de Kurt Cobain. La star américaine, dans ses chansons, était idéologiquement contre ses propres conditions d'existence. Pour pouvoir avoir accès à ces critiques anticapitalistes, il faut ironiquement jouer le jeu du capitalisme, et donc consommer. La fin du capitalisme est difficile à envisager, car il est renforcé par ses propres critiques. Pour Fisher, on peut observer comment la structure du capitalisme marchand se préserve dans les soins accordés aux dépressifs. Pour lui, les causalités sociales et politiques de la détresse mentale sont mises de côté. Et le système se préserve de lui-même par sa logique marchande, néolibérale. Une réponse politique au malheur et privée est rarement considérée comme une première option, parce qu'il est clairement plus profitable au capital de prescrire un médicament qu'un changement profond de la manière dont est organisée la société. Et toutes ces prémices nous amènent aux nouvelles formes de conditions du travail, du monde occidental. Jusqu'à présent, nous vivions dans une société fordiste, une structuration capitaliste qui reflète le modèle de production d'Henry Ford. Les travailleurs étaient formés à répéter des tâches simples et précises, caractéristiques de la bureaucratie. Ce phénomène engendrera la critique marxiste de l'aliénation. Et pour Fisher, le monde économique prétendument néolibéral ne s'est toujours pas débarrassé de la bureaucratie. Il écrit « Avec le triomphe du néolibéralisme, la bureaucratie était censée avoir été rendue obsolète, vestige d'un passé stalinien qu'on ne regrettera pas. Ceci était pourtant contradictoire avec ce que vivent la plupart des gens qui travaillent et qui vivent dans le capitalisme tardif, pour qui la bureaucratie compose toujours une part importante de leur vie quotidienne. Au lieu de disparaître, la bureaucratie a changé de forme. Elle a pris une forme nouvelle et décentralisée qui lui a permis de proliférer. Selon Fisher, le réalisme capitaliste renvoie une image nettement différente du capitalisme tardif, contrairement à l'époque fordiste qui ne s'en cachait pas. La façade néolibérale des start-up nations couvre en réalité l'état resté figé de la société par les lentes organisations bureaucratiques. Pour Fisher, le réalisme est devenu intrinsèque à l'homme, codifié dans son système de pensée. Il annihile notre ancienne subjectivité et nous pacifie vers un idéal matériel et de divertissement. Fisher cite le philosophe français Alain Badiou. On nous présente un état de choses profondément inégalitaire, dans lequel toute existence est mesurée en termes uniquement monétaires. Pour justifier leur conservatisme, les turiféraires de l'ordre établi ne peuvent pas vraiment qualifier celui-ci d'idéal ou de merveilleux. Il est donc au contraire décidé de dire que tout le reste est horrible. Bien sûr, disent-ils, il est possible qu'on ne vive pas dans une situation où règne le bien parfait. Mais nous avons la chance de ne pas vivre dans une situation où règne le mal. Notre démocratie n'est pas parfaite, mais elle est meilleure que les dictatures sanglantes. Le capitalisme est injuste, mais il n'est pas criminel comme le stalinisme. Nous laissons des millions d'Africains mourir du sida, mais nous ne faisons pas de déclarations nationalistes racistes comme Milosevic. Nous tuons des Irakiens avec nos avions, mais nous ne leur tranchons pas la gorge avec des machettes, comme cela se pratique au Rwanda, etc. Cette situation criante de réalisme vient appuyer le constat de Fisher sur la façade esthétique du postmodernisme. Le capitalisme-réalisme est le rejet des concepts d'espace-temps, d'histoire et de culture. Le capitalisme rejette tout, sauf la poursuite du capital. Le philosophe américain Frederick Jameson parlait d'un monde dans lequel l'innovation culturelle n'est plus possible, où on ne peut plus qu'imiter des styles morts
parler avec des masques, en empruntant la voix des styles dans le musée imaginaire. Pour Fischer, cette impasse de la culture s'illustre parfaitement avec l'exemple de Kurt Cobain et Nirvana. L'artiste traduisait l'écœurement et la détresse des nouvelles générations. Kurt Cobain savait qu'il était lui-même un produit. Il savait que le réalisme capitaliste rendait ses actions démodées et clichés à l'avance. Le punk rock est mort et a laissé sa place au rap et au hip-hop. Et aujourd'hui, le rap et le hip-hop, dont l'ambition était de critiquer le système en place, sont eux aussi devenus trop clichés. Ils laissent donc place à un nouveau genre de rap, davantage vide de sens et beaucoup moins subversif. Fischer affirme, à la manière de Guy Debord, que tout ce qui était directement vécu devient au fil du temps un amas de spectacles. Le néolibéralisme prétend avoir remplacé l'approche stalinienne de l'apparence du travail. Il prend l'exemple du White Canal Sea de Staline. Construit en 1930 par l'URSS, le canal était inutilisable pour la plupart des bateaux cargo modernes. Mais peu importe, car il était le symbole moderne de production. Il faisait office de vitrine pour la patrie. Fischer aurait pu prendre l'exemple de la conquête spatiale soviétique, largement propagandée et déformée à des fins de relations au public. Selon Fischer, l'hypocrisie de la représentation du travail existe toujours et génère la lenteur de la bureaucratie actuelle. Parce que les managers et patrons sont derrière leur personnel constamment, les travailleurs sont davantage concernés par l'image de leur production. De la même façon, les professeurs sont plus concernés par l'apparence de l'éducation que l'éducation elle-même. Mais alors peut-on échapper au capitalisme ? Il est clair qu'on ne peut pas y échapper. La fin du capitalisme sont les limites physiques du monde. Pour Fischer, le capitalisme évoluera sans aucun moyen de le ralentir et voit sa fin causée par une catastrophe naturelle. Le bodybuilder obsédé par la croissance constante de son corps mourra d'une crise cardiaque après l'utilisation de stéroïdes. La croissance dégénérative se voit stoppée par les limites de la nature. Mark Fischer se suicide le 13 janvier 2017, chez lui, à Felixstowe. Il décrivait dans ses livres l'incapacité du gouvernement à faire face à l'épidémie de dépression. Il critiquait un système davantage occupé par la prescription de médicaments que par la prise de décision politique. Éponger la flaque plutôt que de réparer la fuite.